Je suis Marion Farin, docteur en psychologie, psychologue clinicienne, spécialiste du psychotrauma depuis à peu près 10 ans. Alors les intervenants qui font face au quotidien à l'insécurité, à la violence, à l'imprévisibilité et à l'urgence, comme c'est le cas pour les officiers de police, pour les sapeurs-pompiers, pour les agents pénitentiaires également, sont exposés à des répercussions psychologiques qui vont impacter à la fois leur vie professionnelle mais également leur vie sociale et familiale. Donc il y a deux types de réactions qui peuvent témoigner de cette souffrance. D'une part, il y a ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, lorsque la personne est directement impliquée dans un événement traumatique, comme par exemple une agression, un accident de la route, et que son intégrité psychique ou physique est atteinte. Donc là, un seul événement suffit pour développer une symptomatologie traumatique. Par ailleurs, il y a ce que l'on appelle le traumatisme vicariant qui se développe pour le coup plus insidieusement par accumulation de situations stressantes au fur et à mesure finalement que la personne accueille des victimes, écoute des récits de souffrance, de violence, qu'elle est au plus près de cette souffrance aiguë. Souvent quand les personnes portent plainte, la souffrance à ce moment-là est encore aiguë. Il est possible que ces intervenants présentent par procuration les mêmes symptômes que les victimes qu'ils reçoivent. Donc les métiers d'urgence sont au plus près de ce qui ne tourne pas rond dans le monde, des déviances, du côté négatif des êtres humains, de la société. C'est ce qui peut impliquer une surcharge émotionnelle. Alors, il y a peu de recherches qui ont été effectuées en France à ma connaissance. Il y a des études qui ont été menées en Belgique, au Canada, aux États-Unis. Malgré tout, l'INSERM a réalisé une enquête en 2009 qui a mis en évidence que le risque de suicide chez les policiers était supérieur de 36% par rapport à la population générale. Donc c'est vraiment un chiffre qui est alarmant et qui concerne surtout les jeunes de moins de 36 ans. Par ailleurs, il y a une autre étude qui a été réalisée en 2012 par Molines, donc en France, sur 60 000 policiers, donc c'est une belle étude, qui a évalué la fréquence des agressions. Donc les officiers de police ont rapporté au cours de cette étude qu'ils avaient vécu au cours des 6 derniers mois 3 à 5 agressions verbales et 1 à 2 agressions physiques. Donc ce sont une démonstration de effectivement l'exposition au traumatisme, à certains événements traumatiques. Par ailleurs, 82% des policiers qui ont répondu à cette enquête ont estimé que leur travail était éprouvant sur le plan émotionnel. Et pourtant, la culture de l'image forte est importante dans ce milieu-là, où le contrôle des émotions est au premier plan, voire la répression des émotions, avec une crainte sous-jacente qui est de paraître faible, voire incompétent, qu'on retire son arme, etc. Donc tout ça va induire certains mécanismes de défense, comme la banalisation, la minimisation, qui va finalement engluer toutes ces personnes dans cette souffrance, parce qu'elles ne peuvent plus parler, elles s'enferment dans le silence. Alors, il y a 3 facteurs à risque principaux de vulnérabilité, donc à développer des symptômes post-traumatiques que l'on peut regrouper sous les facteurs individuels, donc les personnes qui ont déjà des antécédents de violence dans leur parcours personnel, qui risquent d'être réactivées face à une situation de violence, une situation de traumatisme. Ça va également dépendre du contexte dans lequel se trouve l'officier de police. Est-ce qu'il parcourt un moment difficile de vie avec des soucis moraux, de la fatigue, qui va faire que ça va être plus difficile pour lui d'absorber le stress. Par ailleurs, ce qui est également important, ça va être le degré d'identification à la victime.
Par exemple, si un fonctionnaire de police est appelé pour une intervention comme un accident de la route qui implique un enfant et qu'il s'agit d'un père de famille, il y a plus de risques de projection dans cette situation qui risque d'empêcher de la mise à distance émotionnelle. Il y a également les facteurs situationnels qui sont pris en compte, c'est-à-dire quelle est la nature de l'événement traumatique. Est-ce qu'il est grave? Combien de temps il va durer? On sait que lorsque les enfants sont impliqués dans un événement traumatique ou lorsqu'il y a des blessures qui sont graves comme des mutilations, le risque de développer des symptômes post-traumatiques est plus important. Ce qui est également pris en compte, ça va être le nombre d'interventions à son actif. Est-ce que la personne qui intervient va pouvoir digérer à nouveau un stress? Et puis il y a tous les facteurs organisationnels, donc la confiance qu'on attribue à ses collègues, l'atmosphère dans l'unité de travail, la perception du soutien et également la reconnaissance si elle est de qualité ou non. Donc dans le trouble de stress post-traumatique comme dans le traumatisme vicariant, on peut développer des symptômes que l'on appelle de reviviscence, c'est-à-dire que l'on peut manifester des flashbacks, c'est-à-dire des images intrusives de l'événement traumatique qui vont revenir à l'esprit du sujet comme s'il était de nouveau face à la violence. Ça peut être également sous forme de cauchemar la nuit ou de rumination, c'est-à-dire que la personne va repasser en boucle sans arriver à contrôler ses pensées, toute la situation de violence. Il y a également tous les symptômes qu'on appelle d'hypervigilance, c'est-à-dire le fait d'être en hyper-éveil, prêt à réagir face à un potentiel danger, avoir des phénomènes de sursaut, être dans une peur permanente. Il y a également les symptômes d'évitement, c'est-à-dire que pour éviter de ressentir, on va éviter de parler de la situation traumatique, on va éviter toutes les personnes ou les lieux qui risquent de rappeler ces émotions douloureuses. Et enfin, il y a des troubles cognitifs que l'on peut développer également, comme les pertes de mémoire, la difficulté à se concentrer de nouveau. Tout ça associé à des émotions comme la colère, le sentiment d'impuissance, la culpabilité, la honte, etc. Le traumatisme vicariant, lui, donc, touche de façon spécifique les professionnels qui sont en contact répété avec des victimes de violences. Donc c'est un processus qui va induire un changement profond du cadre de référence interne de l'intervenant. En fait, c'est une violation répétée de ses convictions, croyances et valeurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir une modification au niveau du bien et du mal, de la perception du sentiment d'immortalité, de contrôlabilité et de sécurité. Donc le risque est à ce moment-là de se désinvestir des relations, de s'isoler, de développer une faible tolérance à la frustration, éventuellement d'avoir des crises de colère, d'avoir du mal à différencier la vie personnelle de la vie professionnelle. Et également commencer à perdre confiance en soi, en son sentiment de compétence et d'efficacité. Le risque est donc d'avoir recours à par exemple de l'humour noir, voire à du cynisme comme exutoire, mais aussi face à des victimes qui sont reçues. Et quand c'est pas suffisant comme stratégie d'adaptation face à la souffrance, il est possible aussi de commencer à consommer de l'alcool ou des drogues à visée anxiolytique. Donc il est important de consulter si ces symptômes persistent au-delà de 3-4 mois. Le temps seul ne fait pas le travail. Et on sait que plus la prise en charge est précoce, plus elle va être efficace.
Alors, la première des choses pour prévenir un traumatisme vicariant est de pouvoir identifier, donc repérer tous ces signaux d'alerte que je viens de décrire. Donc pour ça, il faut être connecté à soi. Donc la gestion du traumatisme vicariant réside dans la prise en charge de soi. Il va falloir considérer ses limites, également ses ressources et ses émotions. Pouvoir maintenir en fait un équilibre à la fois entre les temps de repos, le temps de travail, mais également les activités de loisirs, les activités plaisantes, pouvoir s'accorder des temps de ressourcement, des temps où on va pouvoir faire des activités sportives pour être connecté à son corps, éventuellement se connecter à la nature, à des activités de création, etc. Donc l'idée est de pouvoir se recentrer sur soi, de prêter attention à son équilibre de vie de façon générale. Après, au niveau professionnel, il y a certaines préconisations, mais qui ne sont pas exhaustives. L'idée étant d'éviter l'isolement. Et ça passe par la communication. Le fait de solliciter du soutien collégial ou d'un père, d'aménager un temps de travail où on va avoir des temps de pause, notamment après des interventions qui sont difficiles, parce qu'il y a un temps de récupération qui est aussi nécessaire pour pouvoir absorber les émotions, absorber le stress. Se créer des espaces où on peut parler, débriefer. Alors ça peut être aussi continuer à se former pour maintenir et renforcer la confiance en soi et en ses capacités professionnelles. Et surtout se faire superviser pour ventiler les émotions douloureuses et quand c'est nécessaire, entreprendre une thérapie pour donner du sens au non-sens traumatique, à la violence. Il s'agit de métiers d'action où il est nécessaire pour être performant d'agir. D'où l'importance dans un second temps de pouvoir penser ce qui a été fait, penser ce qui a été mis en place, se connecter à ses éprouvés, à ses ressentis. Donc ça peut être fait dans un espace qui est dédié à ça, un espace thérapeutique, ou simplement partager entre collègues pour pouvoir analyser, mettre des mots, se réapproprier la situation et du coup prendre du recul par rapport à ce qui a été fait, prendre du recul par rapport aux émotions et ne plus être hanté par un vécu non élaboré, voire étouffé.